Le 1er octobre 1887, une nouvelle unité voyait le jour dans l'armée française. Le 152e régiment d'infanterie naissait de la fusion de bataillons venus de Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Cette création répondait à une obsession qui hantait la France depuis 1870. Reprendre l'Alsace et la Lorraine, ces terres perdues qui restaient gravées dans le cœur de chaque Français comme une blessure ouverte. Le régiment s'installa d'abord à Épinal, dans les Vosges. Dès ces premières années, les soldats passaient leurs étés à s'entraîner dans les montagnes de Gérardmer, développant une expertise unique dans le combat en terrain difficile. Ces hommes apprenaient à se déplacer en silence dans les forêts épaisses, à grimper les pentes rocheuses, à survivre dans le froid glacial des hauteurs. On les surnommait déjà les premiers grenadiers des Vosges. En 1905, le régiment s'installa définitivement à Gérardmer, dans le quartier Kléber tout neuf, à quelques kilomètres seulement de cette frontière qui séparait la France de l'Alsace occupée. Chaque jour, ces soldats contemplaient, depuis les crêtes vosgiennes, cette ligne bleue des Vosges, chère au cœur français. Au-delà, ils pouvaient apercevoir les plaines d'Alsace, cette terre française sous domination allemande. Le recrutement était principalement local, des Vosgiens qui connaissaient chaque sentier, chaque col, chaque vallée de leur montagne natale. Leur colonel, Guignabaudet, leur lançait ce défi depuis le sommet des crêtes. « Soldats, en 7 heures, vous pouvez être à Colmar. » Ces mots résonnaient comme une promesse, un serment que les hommes du 152e étaient déterminés à tenir. Les cartes postales de l'époque montrent ces fantassins lors de manœuvres patriotiques, baïonnettes au canon, prêts à franchir cette frontière interdite. L'entraînement était intensif, méthodique. Ces hommes développèrent des qualités essentielles, souplesse tactique, silence absolu lors des mouvements, rapidité d'exécution et cohésion totale. Ils maîtrisaient parfaitement le combat de rencontre en terrain montagneux et boisé, une spécialité qui allait bientôt leur sauver la vie. Le 27 juillet 1914, l'alerte tombait. Les réservistes vosgiens affluaient vers Gérardmer. En quelques heures, le régiment atteignait 97% de son potentiel de guerre, soit 3290 hommes sous les ordres du colonel Thomas de Coligny. Le 31 juillet à 18h30, l'ordre arrivait. Occuper les positions de couverture sur la crête des Vosges face à la vallée de Münster. À 22h, la mobilisation de la portion active était achevée. Les réservistes avaient été convoqués par des cartes portées par des cyclistes bénévoles, et ces Vosgiens fidèles avaient tous répondu présents. Le 1er août au matin, les effectifs étaient au complet. Le 4 août 1914 à 13h40, la déclaration de guerre était notifiée. Immédiatement, le 152e s'emparait du col de la Schlucht et faisait ses premiers prisonniers. Après des décennies d'attente, après 44 ans d'humiliation, l'heure de la revanche sonnait enfin. Le 15 août, le régiment prenait Sulzeren. Le 17, Münster tombait entre leurs mains. Les soldats avançaient en terre promise, sur des routes que certains avaient parcourues en touristes avant la guerre. Le 19 août 1914, au combat de la Croix de Vire, le 152 affronta le 8e régiment de Landwehr bavarois au niveau du Grand Honac, à 982 mètres d'altitude. Les Bavarois tenaient une position forte, mais le 3e bataillon du 152e réagit avec une manœuvre aussi audacieuse qu'habile. Les Français bousculèrent l'ennemi, qui laissa près de 300 morts sur le terrain et plusieurs dizaines de blessés prisonniers. Le 152e ne déplorait que 21 tués et 27 blessés. Cette victoire démontrait l'excellence de leur préparation. La réputation du régiment commençait à inspirer le respect et même la crainte chez l'adversaire. Un surnom circulait déjà dans les deux camps, les renards de la montagne. Le 22 août, le régiment se trouvait aux portes de Colmar. La promesse du colonel Guignabaudet était sur le point de se réaliser. Mais les ordres venus du haut commandement brisaient ce rêve. Ailleurs, dans le bassin parisien et en Lorraine, l'avancée allemande semblait irrésistible. Les unités en pointe comme le 152e, menacées sur leurs arrières, recevaient l'ordre de replier sur la crête des Vosges. Sans avoir rien détruit, sans avoir causé de dommages majeurs à l'ennemi, le régiment reculait vers Münster. Les soldats ne comprenaient pas.
Ils rapportaient de cette marche heureuse une mentalité de vainqueur qui n'allait pas les abandonner de sitôt. Septembre apportait de nouveaux combats. Du 11 au 25 septembre, le 152e livrait des batailles acharnées au Spitzenberg. 4 attaques successives contre ce piton rocheux culminant à 986 mètres. Les 2 premières échouaient face aux mitrailleuses allemandes. La 3e attaque voyait les 1er et 2e bataillons exsangues, relevés dans la nuit par le 3e bataillon. La 4e attaque réussissait enfin. Débouchée surprise en fin d'après-midi, sans préparation d'artillerie, assaut à la baïonnette contre les Allemands retranchés dans les ruines d'un vieux château féodal. Le sommet tombait. Du 21 au 25 septembre, le 152e subissait l'apocalypse. Le sommet qu'il tenait recevait 15 000 obus de calibre 105 à 220 mm en 4 jours. Mais toutes les contre-attaques allemandes échouaient. Le bilan était lourd, plus de 600 tués, blessés et disparus. Le régiment recevait sa première citation à l'ordre de l'armée avec étoile d'or. La première fourragère verte aux couleurs de la Croix de guerre, 1914 à 1918, leur serait bientôt décernée. Une première pour l'armée française. Le 25 décembre 1914, le 152e recevait l'ordre de prendre Steinbach. Ce village et les 2 hauteurs qui l'encadraient, le plateau d'Uffolz au nord-est et la côte 425 au sud-ouest, constituaient à la clé pour déboucher de la vallée de la Thur vers Cernay et la plaine d'Alsace. Mal renseigné sur le degré de fortification du village, le commandement français engageait le 152e et le 213e régiment d'infanterie le jour de Noël. Ce qui devait être une attaque éclair se transformait en 8 jours de combats féroces au corps à corps, de jour comme de nuit. Il fallait s'emparer une à une de maisons fortifiées et de tranchées remplies d'eau glacée. Les évacuations pour pieds gelés étaient nombreuses. Les combats de rue dans Steinbach atteignaient une rare intensité. Le village ravagé par les incendies tombait dans la nuit, la route de Cernay s'ouvrait, mais les 2 régiments épuisés ne pouvaient se risquer dans un autre combat de rue. Le bilan s'établissait à 167 tués, 374 blessés et 23 disparus pour le 152e. Le 1er janvier 1915, un bataillon du régiment se rendait maître du village et repoussait les Allemands qui restaient cantonnés à Cernay. Mais c'est au Hartmannswiller-Kopf que le 152e allait gagner son surnom le plus redouté. Cette montagne de 956 mètres, que les Allemands appelaient HWK et les Français vieil-armand, constituait un observatoire de premier ordre. De son sommet, toute la plaine d'Alsace entre Colmar et Mulhouse restait visible. Les mouvements de troupes, les convois de ravitaillement, les concentrations d'artillerie, rien n'échappait à qui contrôlait ces hauteurs. Pour les Allemands, perdre ce sommet signifiait exposer toute leur logistique aux canons français. Le 19 mars 1915, le 152e relevait le 13e bataillon de chasseurs alpins, totalement épuisé après des semaines de combats infructueux pour reconquérir le sommet. Le 23 mars, après 4 heures de bombardement par 25 canons de 220 et 32 canons de 155, le 152e partait à l'assaut à 15 heures. Les hommes progressaient de baïonnettes au canon à travers les tranchées effondrées, les barbelés et l'enchevêtrement de sapins abattus par les obus. 9 assauts successifs échouaient à 150 mètres du sommet face aux mitrailleuses allemandes que les canons n'avaient pas détruites. Les Allemands déploraient plus de 400 morts et plus de 200 prisonniers. Le 152 perdait 260 hommes et 9 officiers. Le régiment s'enterrait et résistait aux contre-attaques. Le 26 mars 1915, après 35 heures de préparation d'artillerie, le 152, renforcé par des sections des 7e, 13e, 15e, 27e, 28e et 53e bataillons de chasseurs alpins, lançait un nouvel assaut. Cette fois, le sommet était atteint et dépassé. Les Français bousculaient les survivants du 25e régiment d'infanterie allemand et prenaient Lossichtsfelsen. Ils progressaient au nord et dépassaient le Bischofschutt et la courbe 7. Au sud, l'Oberé et le Mittlere Rheinfelsen tombaient. Les survivants de la Landwehr 15, du régiment d'infanterie de réserve 75, du 25e d'infanterie, du 11e de Uhlans et du 15e se cramponnaient au flanc nord-est du HWK
et à l'Untere-Reffelsen. Les Français faisaient 1600 prisonniers. Plus de 1000 morts allemands jonchaient les pentes. Mais les Allemands ne pouvaient accepter cette défaite. Le 25 avril 1915, après une préparation d'artillerie de 2 heures, les troupes du 75e régiment d'infanterie, des chasseurs de la garde et du 8e bataillon de chasseurs de réserve passaient à l'attaque. Ils remontaient toutes les pentes et obligeaient les Français du 152e et du 57e régiment territorial à se replier dans leurs positions initiales. 2 bataillons du 152e étaient anéantis. Le régiment était relevé et envoyé à Saint-Amarin pour reconstituer ses effectifs. Il passait les mois de juin et juillet dans le secteur plus calme du Hilsenfürst. Mais à la fin de l'année, l'état-major français décidait de renvoyer le 152e au Hartmannswillerkopf pour en finir une bonne fois pour toutes. L'attaque française du 21 décembre 1915 fut la plus importante de toute la guerre au Hartmannswillerkopf. Elle engageait 16 bataillons et 239 pièces d'artillerie, soit un canon pour 13 mètres de tranchée allemande. Le bombardement commençait à 9 heures du matin et durait 5 heures. Plus de 300 pièces d'artillerie et de mortiers de 65 à 370 mm déversaient environ 25 000 obus sur les positions allemandes. Du côté allemand, le 14e bataillon de chasseurs, le régiment d'infanterie de réserve 78 et le régiment d'infanterie de Landwehr 99 occupaient les premières lignes et subissaient des pertes énormes. Toutes les communications étaient détruites. À 14h15, le 152e régiment d'infanterie et les 27e et 28e bataillons de chasseurs alpins passaient à l'attaque sur la crête dévastée. Les Français ne rencontraient quasiment plus de résistance. Le 152e s'emparait des fortifications de la partie sommitale et atteignait les courbes 6 et 7 de la voie serpentine. Les 27e et 28e bataillons de chasseurs alpins réussissaient à prendre le rocher fortifié du Hirzenstein. À 18h, les Français avaient atteint leurs objectifs. Les Allemands engageaient alors toutes leurs troupes disponibles dans la bataille et ne disposaient plus d'aucun élément de réserve. Ils étaient vite débordés et leurs pertes devenaient considérables. Les Français faisaient 1358 prisonniers de guerre, dont 26 officiers. Mais l'assaut avait été bien mené, sans être bien exploité. Les renforts n'arrivaient pas à temps au 152e. Le 22 décembre, au petit matin, dans le secteur du bastion Bischofschutt, les Allemands s'infiltraient entre les positions françaises, remontèrent la pente et prenaient à revers les soldats surpris par cette contre-attaque soudaine. Sans réserve, le commandement français ne pouvait soutenir les fantassins bloqués au-delà du sommet. Le régiment était en pleine vue de l'artillerie allemande. Du côté des officiers, 11 étaient tués, 14 blessés et 34 disparus. Côté soldats, 60 étaient tués, 527 blessés et 1353 disparus. Pris en tenaille entre les troupes terrées dans les souterrains creusés pendant l'été, qu'ils avaient submergés lors de l'assaut sans les explorer, et les soldats fraîchement arrivés de Colmar et Mulhouse, les Français étaient submergés. Les combats devenaient furieux. On se battait au corps, au fusil, à la baïonnette, à la grenade. Après 8 heures de combats acharnés, le 152e régiment d'infanterie, encerclé au sommet, cessait d'exister à 13 heures. Le lieutenant Mercadier incarnait l'esprit de sacrifice du régiment, alors que son ordonnance le suppliait de se baisser. « Mon lieutenant, baissez-vous. Mon lieutenant, on vous vise. » Il n'écoutait pas et tirait toujours. Une balle l'atteignait à la tête. Il tombait pour ne plus se relever. Son sacrifice fanatisait ses hommes. Les colonnes allemandes, décontenancées, s'arrêtaient, refluaient devant eux, et le sommet du Hartmannswillerkopf restait malgré tout au 15-2. C'est la tête haute que les derniers survivants descendaient à travers les vallées alsaciennes en deuil. 48 officiers et 1950 hommes manquaient à l'appel après les 2 journées du 21 et du 22 décembre. Parmi eux, le régiment n'oubliait pas le tambour-major Mignot, le doyen des tambours-majors de France, vieux soldat que les fatigues de la guerre avaient finalement emporté. L'Hartmann devenait le tombeau des diables rouges. Le HWK était désormais la montagne sacrée du régiment. C'est durant ces combats terrifiants que les Allemands donnèrent au 152e le surnom qui allait le rendre légendaire. Impressionnés par l'élan endiablé,
la ténacité et l'héroïsme du 152 à Steinbach et à l'Hartmannswiller Kopf, ils le baptisèrent Teufelsrégiment, le régiment du diable. Les fantassins français portaient encore le pantalon Garance, ce rouge vif qui les rendait si visibles sur le champ de bataille. Combiné à leur bravoure démoniaque, ce pantalon rouge leur valut le nom redouté de Diable rouge. Les poilus du 152e adoptèrent ce surnom avec fierté, en faisant leur glorieux insigne. La bravoure de ces soldats était reconnue même par les Allemands. Lors de l'encerclement du 22 décembre, les chasseurs allemands du 8e bataillon de réserve avaient presque entièrement anéanti le régiment. Environ 600 Français étaient tués et 1500 faits prisonniers. Mais les Allemands eux-mêmes rendaient hommage au courage de ces soldats en leur donnant ce surnom qui allait traverser l'histoire. Au total, 106 unités françaises et plus de 200 unités allemandes s'affrontèrent successivement au Hartmannswiller Kopf. Près de 25 000 Français et Allemands tombèrent sur ces pentes. Les récits des combats, en raison de leur âpreté, se confondaient à la légende. Le Hartmannswiller Kopf restait pour les soldats français le mangeur d'hommes et pour les soldats allemands la montagne de la mort. Un aspirant nommé Martin, soldat ayant servi au Hartmannswiller Kopf, écrivit dans un témoignage « Je n'ai jamais vu pareil charnier et durant les années suivantes, je ne verrai pas, même à Verdun, pareil entassement de cadavres en un terrain aussi chaotique sur un si petit espace. » Le général de Puydraguin, ancien commandant de division dans les Vosges en 1915, insista lors de l'inauguration du monument national en 1932 sur les pertes humaines. Sur cet étroit espace de 3 kilomètres à peine, plus de 10 000 de nos soldats sont tombés, plus de 4 hommes par mètre de front, proportionnellement autant qu'à Verdun, au chemin des Dames, sur les collines d'Artois. Les survivants du 152e regagnaient Saint-Amarin. Début 1916, le régiment était reconstitué à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges, à partir d'un prélèvement dans 3 armées d'une section par régiment. Le régiment était en ligne dans différents secteurs des Vosges. L'instruction reprenait. Il refaisait sa cohésion. Son sacrifice à l'HWK lui évitait l'enfer de Verdun. Le 13 novembre 1916, le 152e rejoignait la 164e division d'infanterie qu'il ne quitterait plus jusqu'à la fin de la guerre. Le 15 janvier 1917, le lieutenant-colonel Barrard prenait le commandement du régiment. Avril 1917 marquait le début de l'offensive du chemin des Dames, cette opération désastreuse qui allait briser tant de régiments. Engagé 1 mois après le début de cette offensive, le 152e se voyait confier des missions particulièrement délicates qu'il remplissait sans faillir. Grâce au capital de confiance régnant dans le régiment, il surmontait la crise morale de ce printemps 1917 et se révélait une référence d'excellence pour les autres unités. Le 20 mai 1917, le 152e prenait le plateau des Casemates dans l'Aisne. En moins d'1 heure, grâce à une préparation méticuleuse, à une conduite parfaite et une énergie farouche, les Diables rouges se rendaient maîtres du plateau et le conservaient. Cette action leur valait une 5e citation à l'ordre de l'armée avec palme et l'inscription « l'Aisne 1917-1918 » sur leur drapeau. En juillet 1918, lors de la seconde bataille de la Marne, le régiment combattait dans le secteur de l'Ourcq. Leur bravoure leur valait une 7e citation à l'ordre de l'armée avec palme et l'inscription « l'Ourcq 1918 » sur leur drapeau. Octobre 1918 voyait les Diables rouges à Roulers en Belgique, participant à l'offensive finale qui allait briser définitivement l'armée allemande. Le 15 juin 1916, le 152e avait été le premier régiment à se voir attribuer la fourragère verte aux couleurs de la Croix de guerre 1914 à 1918 pour ses 3 premières citations. Le 10 juillet 1917, il recevait la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Le 3 septembre 1918, le régiment devenait le premier de tous les régiments de France métropolitaine à recevoir la fourragère rouge aux couleurs du ruban de la Légion d'honneur. Le 13 décembre 1918, le drapeau du régiment était décoré de la croix de chevalier de la Légion d'honneur par le président Poincaré lui-même. Le 15-2 avait toujours conservé son avance sur tous les autres régiments métropolitains.
Au total, le régiment recevait 7 citations à l'ordre de l'armée durant la Grande Guerre. Son drapeau portait désormais les inscriptions glorieuses Loano 1795, Harbourg 1813, Alsace 1914 à 1915, la Somme 1916, l'Aisne 1917 à 1918, l'Ourcq 1918 et Roulet 1918. Le 2 août 1919, le 152e régiment d'infanterie défilait dans les rues de Colmar sous les acclamations enflammées des habitants. Le régiment prenait ses quartiers dans sa nouvelle ville de garnison, à la caserne Rapp. Il occupait également les quartiers Macaire et Lacar. Pour les Alsaciens, ce régiment qui avait tant combattu pour libérer leurs terres devenait leur régiment, le symbole de la reconquête, l'incarnation même de la France libératrice. Le régiment était désormais considéré comme le régiment de tradition en Alsace. Entre 1919 et 1939, implanté à Colmar, le 152e participait à la garde au Rhin. Les soldats entretenèrent la mémoire des combats passés tout en se préparant aux défis futurs. Dans toute l'Alsace, le surnom de Diable Rouge résonnait comme un titre de gloire, un héritage sacré que les nouvelles générations de soldats s'engageaient à honorer. En 1940, lors de la bataille de France, le 152e participait au combat avec la 14e division d'infanterie. Le 20 mai 1940, le régiment était engagé dans la bataille de Rethel. Carlos Teolindo Javier de Funès de Galarza, frère du célèbre acteur Louis de Funès, tombait au combat ce jour-là. Malgré la bravoure des Diables Rouges, la défaite était inévitable face à la puissance de la Wehrmacht. Après l'armistice, le régiment était conservé dans l'armée d'armistice. Une compagnie était détachée à Vichy à la garde du maréchal Pétain. Le régiment était caserné à Montluçon, au quartier Richemont, puis à Moulins. La vie était celle de toutes les unités de l'armée d'armistice de la zone libre. Éducation physique, maniement d'armes, instruction au tir. Chaque matin résonnait le chant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». La troupe provenait pour beaucoup d'engagés pour 3 ans, et parmi eux beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains et des hommes de zone occupée. En raison de multiples plaintes émanant de la commission d'armistice au sujet du mauvais esprit frondeur dont les Diables Rouges semblaient coutumiers à Vichy, le 2e bataillon devait quitter cette ville pour rejoindre Montluçon. En secret, un certain nombre de cadres du 152e préparaient la renaissance de l'armée française. Quand l'armée allemande envahissait la zone libre en novembre 1942, le régiment était dissous le 27 novembre. Mais les Diables Rouges ne pouvaient ne mourir. Sous l'occupation, le régiment devenait l'âme de la résistance auvergne. Les anciens du 152e organisèrent des réseaux, cachèrent des armes, préparaient la libération. Le 10 octobre 1944, l'unité renaissait en tant que demi-brigade Auvergne. Le 9 novembre, elle devenait le régiment Auvergne. Le 21 novembre 1944, elle reprenait officiellement le nom de 152e régiment d'infanterie. De février à mai 1945, le 15-2 participait à la campagne d'Allemagne au sein de différentes divisions de la Première Armée. Le 21 avril, il entrait le premier à Stuttgart et terminait la guerre sur les bords du lac de Constance, à Radolfzell, qui devenait son secteur d'occupation jusqu'en avril 1946. Pour l'ensemble des combats de 1944 et 1945, le régiment recevait une 8e citation à l'ordre du corps d'armée. Son drapeau portait désormais l'inscription « Résistance Auvergne 1944 ». Le 10 février 1945 restait gravé dans la mémoire du régiment. Ce jour-là, lors d'une imposante prise d'armes sur la place Rapp à Colmar, le général de Gaulle remettait solennellement au colonel Colliou le glorieux drapeau du régiment. Ce geste hautement symbolique consacrait officiellement la renaissance des Diables Rouges. Tous les autres régiments de la nouvelle armée française ne recevraient le leur qu'en mars 1945 à Paris. Le 152e avait une fois de plus l'honneur d'être le premier. Comme bien d'autres régiments, le 152e d'infanterie mécanisée était appelé en Algérie entre 1955 et 1964. Il participait à la lutte contre la rébellion avant de rejoindre sa garnison alsacienne. En 1976, le régiment était transformé en régiment mécanisé.
Il recevait les véhicules de transport de troupes et chars AMX-13 du 1er régiment de chasseurs de Phalsbourg dissous. Le 152e remplaçait le 1er régiment de chasseurs au sein de la 6e brigade mécanisée dont l'état-major était à Strasbourg. De 1977 à 1984, il était l'un des 2 régiments d'infanterie mécanisée de la 6e division blindée avec 2 compagnies mécanisées et 2 escadrons de chars. En 1984, il rejoignait la 5e division blindée jusqu'en 1992. Il était alors régiment d'infanterie motorisée de division blindée avec 3 compagnies de combat sur VAB et une compagnie anti-char sur VABHOT. Définitivement enraciné dans cette terre d'Alsace qui avait offert tant de ses fils au service de son drapeau, le 152e régiment d'infanterie devenait une unité dynamique et réactive de l'armée de terre moderne. En 2012, le 15-2 recevait le véhicule blindé de combat d'infanterie SA-BCIM, équipement de pointe qui faisait de lui l'un des régiments les plus modernes de l'armée française. Appartenant à la 7e brigade blindée de la 1re division, le régiment comptait 1200 militaires d'active et 200 réservistes. Doté d'équipements modernes, VBCI, système de commandement numérisé, FELIN, fusil HK, il était susceptible d'être projeté avec court préavis sur n'importe quel théâtre d'opération. Les Diables Rouges participaient à tous les engagements majeurs des dernières décennies: Afghanistan, République centrafricaine, Mali, opérations sur le territoire national. Le régiment se singularisait par son enracinement local, résultat de plus de 100 ans de présence dans sa ville de Colmar. Résultat également d'une remarquable superposition de l'histoire et de la géographie. Le Hartmannswillerkopf, terrible montagne mangeuse d'hommes où les fantassins du 15-2 gagnèrent leur surnom de Diables Rouges, n'était qu'à quelques kilomètres du quartier Walter où stationnait le régiment. Le 28 novembre 2009, le maire de Colmar Gilbert Meyer et le colonel Couetou dévoilaient la statue du Diable Rouge élevée au milieu du giratoire des casernes. L'inauguration rassemblait militaires, anciens combattants et élus locaux en l'honneur du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Cette statue représentait un soldat en tenue de 1915 avec son pantalon rouge Garance dans une posture de combat qui incarnait l'esprit offensif et la détermination qui avait fait la réputation du régiment. En 1922, un monument avait été inauguré au rocher panorama de l'Hartmannswillerkopf, que les militaires français appelaient Rocher ailé pendant la guerre. Ce monument rendait hommage au 152e régiment d'infanterie. Chaque année, depuis plus d'un siècle, les survivants, puis leurs descendants, puis les nouvelles générations de soldats se rassemblaient sur ces pentes sacrées pour honorer la mémoire de ceux qui étaient tombés. Le Hartmannswillerkopf était devenu un lieu de mémoire nationale, un sanctuaire où l'on venait se recueillir, méditer sur le prix de la liberté et transmettre aux jeunes générations l'héritage de courage légué par les Diables Rouges. La devise du régiment, les premiers grenadiers des Vosges, n'était pas qu'un simple slogan. Elle résumait plus d'un siècle d'histoire, de sacrifice, de bravoure et de fidélité à la patrie. Les soldats du 152e avaient démontré à Steinbach, au Hartmannswillerkopf, sur le chemin des Dames, à la Somme, dans l'Aisne, à l'Ourcq, que le courage n'était pas une qualité abstraite, mais une réalité concrète qui se manifestait dans l'action, dans le feu du combat, quand tout semblait perdu. Le pantalon rouge Garance que portaient ces fantassins en 1914 à 1915 était devenu un symbole. Alors que toutes les armées du monde adoptaient des uniformes kaki ou feldgros pour se fondre dans le paysage, les fantassins français montaient à l'assaut dans leurs pantalons écarlates. Cette tenue anachronique, qui devait théoriquement les rendre vulnérables, était devenue leur marque distinctive, l'incarnation visible de leur bravoure. Les Allemands ne pouvaient s'empêcher d'admirer ces soldats qui refusaient de se cacher, qui avançaient tête haute, malgré les balles et les obus. Le testament moral des Diables Rouges se transmettait de génération en génération. Les jeunes recrues qui rejoignaient le régiment apprenaient rapidement qu'ils n'intégraient pas une unité comme les autres. Ils entraient dans une fraternité forgée dans le sang et le feu, une communauté d'hommes liés par un serment qui transcendait les époques. Porter l'insigne des Diables Rouges signifiait s'engager à maintenir vivante une tradition d'excellence,
de courage et d'honneur. Le colonel Barrard, qui avait commandé le régiment de 1917 à 1919, avait écrit dans ses mémoires « Le 152e n'a jamais reculé devant l'ennemi, sauf sur ordre formel. Il n'a jamais abandonné un camarade blessé. Il n'a jamais laissé l'adversaire en possession d'un objectif que le commandement lui avait fixé. Ces principes simples ont fait de nous ce que nous sommes, des soldats qui préfèrent mourir plutôt que de déshonorer le drapeau. » Cette philosophie n'était pas qu'une belle phrase inscrite dans un livre d'or. Elle avait été vécue, incarnée par des milliers d'hommes qui avaient gravi les pentes du Hartmannswiller Kopf sous la mitraille, qui s'étaient battus corps à corps dans les ruines de Steinbach, qui avaient tenu leur position sur le chemin des dames alors que tout autour d'eux s'effondrait. Le courage des Diables Rouges n'était pas inné, c'était le fruit d'un entraînement rigoureux, d'une discipline de fer et d'une cohésion fraternelle qui faisait de chaque soldat, non pas un individu isolé, mais un membre d'un corps vivant, une cellule d'un organisme plus grand que lui. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Entre 1914 et 1918, le 152e avait perdu plus de 8000 hommes tués ou disparus, sans compter les milliers de blessés. Pratiquement l'équivalent de 2,5 fois ses effectifs d'origine. Ces pertes terrifiantes auraient dû briser n'importe quelle unité. Mais le 152e renaissait toujours de ses cendres, reconstituait ses rangs, retrouvait sa force de frappe et retournait au combat avec la même détermination. Cette résilience exceptionnelle s'expliquait par plusieurs facteurs. D'abord, le recrutement majoritairement local créait des liens très forts entre les soldats. Ces hommes se connaissaient souvent depuis l'enfance, venaient des mêmes villages, parlaient le même dialecte vosgien. Cette proximité sociale et culturelle générait une solidarité qui dépassait de loin celle qu'on trouvait dans des unités composées d'hommes venus de toute la France. Quand un soldat du 152e se battait, il ne combattait pas seulement pour la France abstraite, il combattait pour son voisin, pour son cousin, pour le fils du boulanger de son village. Ensuite, l'excellente formation reçue dans les montagnes vosgiennes avant 1914 avait donné au régiment des compétences tactiques supérieures. Ces soldats savaient se déplacer en terrain difficile, utilisaient intelligemment le relief, coordonnaient leurs mouvements avec une précision remarquable. Cette expertise technique, alliée à un moral élevé, faisait des Diables Rouges une unité d'élite capable d'accomplir des missions jugées impossibles pour des régiments ordinaires. Enfin, la fierté d'appartenir à un régiment d'exception créait un esprit de corps extraordinaire. Chaque soldat savait qu'il portait l'héritage de ceux qui étaient tombés avant lui. Cette conscience de faire partie d'une lignée héroïque donnait aux hommes une force morale qui compensait largement la fatigue physique, la peur et l'horreur du champ de bataille. Personne ne voulait être celui qui ternirait la réputation du régiment. Cette pression positive, loin de paralyser les soldats, les galvanisait et les poussait à se surpasser. Les officiers allemands qui affrontaient le 152e le reconnaissaient volontiers dans leur rapport. Un document capturé en 1916 mentionnait « Le 152e régiment d'infanterie français est à considérer comme une unité d'élite. Ces soldats font preuve d'un courage et d'une ténacité qui les placent au rang des meilleures troupes de choc. Leur morale reste élevé même après de lourdes pertes. Il est recommandé d'éviter l'engagement frontal contre ce régiment et de privilégier les actions de flanc. » Cette reconnaissance par l'adversaire validait objectivement la valeur militaire des Diables Rouges. Les Allemands n'étaient pas des novices en matière de guerre. Leur armée était l'une des plus professionnelles et des mieux entraînées du monde. Quand de tels soldats exprimaient leur respect pour un régiment ennemi, ce n'était pas par courtoisie, mais par reconnaissance d'une réalité tactique incontournable. Le passage du 152e dans les différents secteurs du front laissait toujours une trace durable. Les autres régiments français qui relevaient les Diables Rouges découvraient invariablement des positions impeccablement organisées, des tranchées bien entretenues, des casemates solides et des défenses efficaces. Cette discipline dans l'organisation défensive démontrait que le courage des Diables Rouges n'était pas une bravoure aveugle et suicidaire, mais une vaillance réfléchie, méthodique, professionnelle. Les permissions étaient peu rares pendant la Grande Guerre. Quand un soldat du 152e rentrait enfin dans son village vosgien, il était accueilli en héros. Les habitants l'interrogeaient, voulaient savoir ce qui se passait là-haut, sur la montagne maudite.
Mais la plupart des soldats restaient silencieux. Comment expliquer à ceux qui n'avaient pas vécu l'enfer du Hartmannswiller Kopf ce que c'était vraiment? Comment décrire l'odeur de la mort, le bruit assourdissant des obus, la vision cauchemardesque des camarades déchiquetés, la terreur absolue d'une attaque au gaz, le froid glacial des nuits d'hiver dans les tranchées inondées? Les lettres des soldats témoignaient de cette difficulté à communiquer l'horreur. Un caporal écrivait à sa famille en janvier 1916 « Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Ici, nous faisons notre devoir. Le temps est mauvais, mais le moral reste bon. Nos officiers prennent soin de nous. Donnez des nouvelles du village. » Pas un mot sur les combats, sur les camarades morts, sur la peur qui tenaillait les ventres chaque fois que l'artillerie allemande se réveillait. Cette pudeur, ce refus de faire porter aux familles le poids de l'horreur, caractérisait les poilus du 152e. Le courrier jouait un rôle essentiel dans le maintien du moral. Recevoir une lettre de sa mère, de sa femme, de ses enfants, donnait aux soldats une raison de tenir, de survivre à un jour de plus. Les hommes qui ne recevaient pas de lettres sombrent dans un désespoir silencieux qui minait leur résistance psychologique. Les camarades essayaient de compenser en partageant leur propre courrier, en invitant les isolés à lire les nouvelles du pays. Cette solidarité morale était aussi importante que la solidarité au combat. La nourriture constituait l'autre obsession des fantassins. La ration théorique était correcte sur le papier, mais la réalité du ravitaillement en ligne de front rendait les repas aléatoires. Certains jours, les corvées de ravitaillement ne parvenaient pas jusqu'aux premières lignes à cause des bombardements. Les soldats devaient alors se contenter de leur ration de survie. Biscuits durs, conserves de singe, viande en boîte. Café froid. Dans les périodes calmes, l'ordinaire s'améliorait et les cuisiniers régimentaires réussissaient à concocter des plats chauds qui réchauffaient les corps et les âmes. Le tabac et l'alcool jouaient également un rôle crucial. La distribution régulière de tabac permettait aux soldats de calmer leurs nerfs. Le pinard, ce vin rouge distribué quotidiennement, donnait un peu de courage liquide avant les assauts. Les officiers fermaient les yeux sur ces béquilles psychologiques nécessaires. Personne n'était dupe. On ne pouvait demander à des hommes de vivre dans ces conditions inhumaines sans leur offrir quelque compensation. L'hygiène restait précaire malgré les efforts des services de santé. Les poux infestaient les uniformes et tourmentaient les soldats jour et nuit. Les tentatives d'épouillage étaient constantes mais jamais totalement efficaces. Les rats pullulaient dans les tranchées, attirés par les cadavres et les déchets. Ces rongeurs énormes et agressifs ajoutaient une dimension supplémentaire à l'horreur quotidienne. Certains soldats les chassaient pour s'occuper, d'autres s'habituaient à leur présence envahissante. Les maladies représentaient un ennemi aussi redoutable que les Allemands. La dysenterie, le typhus, la grippe espagnole de 1918 décimaient les rangs. Les pieds gelés en hiver, les infections cutanées en été, les problèmes dentaires aggravés par le manque de soins, minaient progressivement la santé des combattants. Beaucoup d'hommes sortaient physiquement brisés de ces années de guerre, même s'ils n'avaient pas été blessés directement par l'ennemi. Le service de santé du 152e accomplissait des miracles dans des conditions impossibles. Les brancardiers, souvent volontaires, risquaient leur vie pour évacuer les blessés sous le feu. Les médecins et infirmiers opéraient dans des postes de secours de fortune à quelques centaines de mètres des lignes avec des moyens limités. Leur dévouement sauvait des centaines de vies. Beaucoup de soldats leur devaient de rentrer chez eux, même estropiés, plutôt que de finir dans une tombe anonyme. La mort était omniprésente, mais les soldats développaient des mécanismes psychologiques pour y faire face. L'humour noir, les superstitions, les rituels avant le combat aidaient à maintenir un semblant de normalité dans l'anormalité absolue. Les hommes parlaient de leurs projets d'après-guerre, de ce qu'ils feraient en rentrant, comme si cette guerre allait forcément finir un jour. Cette capacité à projeter dans l'avenir préservait leur santé mentale. Les permissions de détente à l'arrière offraient des moments de répit précieux. Les soldats redécouvraient les plaisirs simples, dormir dans un vrai lit, manger à une table, prendre un bain chaud, ne plus entendre les canons. Ces parenthèses de normalité leur rappelaient ce pourquoi ils se battaient, retrouver un jour cette vie ordinaire qu'ils avaient perdue en août 1914. Les liens entre les différentes classes sociales se modifiaient au front.
Les distinctions entre bourgeois et ouvriers, entre paysans et intellectuels, s'estompaient face à l'épreuve commune. Un professeur et un bûcheron partageaient la même tranchée, la même peur, le même destin. Cette égalisation forcée créait parfois des amitiés improbables qui survivaient à la guerre. Les chansons jouaient un rôle important dans le maintien du moral. Les soldats chantaient pour se donner du courage avant les assauts, pour passer le temps pendant les longues heures d'attente, pour honorer leurs camarades tombés. Certaines chansons venaient du répertoire traditionnel, d'autres étaient créées par les poilus eux-mêmes, mélangeant humour grinçant et nostalgie poignante. La religion réconfortait certains soldats, les aumôniers militaires circulaient sur le front, entendaient les confessions, donnaient les derniers sacrements aux mourants. Pour les croyants, la foi offrait un sens à la souffrance et l'espoir d'une vie après la mort. Pour les autres, le spectacle de l'horreur quotidienne ébranlait toute croyance en un Dieu bienveillant. Chacun gérait comme il pouvait la question métaphysique posée par la guerre. Les permissions pour les événements familiaux, mariage, naissance, décès, étaient théoriquement accordées mais rarement effectives. Les soldats apprenaient souvent avec des mois de retard la mort d'un parent ou la naissance d'un enfant. Cette déconnexion du monde civil créait un sentiment d'isolement et d'étrangeté. Les combattants avaient l'impression de vivre dans un univers parallèle, séparé de la vie normale par un gouffre infranchissable. Le retour définitif en 1918 posait des problèmes d'adaptation considérables. Les soldats démobilisés retrouvaient des villages transformés, des familles endeuillées, une société qui ne comprenait pas vraiment ce qu'ils avaient vécu. Beaucoup gardèrent le silence sur leurs expériences, incapables de trouver les mots justes. D'autres sombrent dans l'alcoolisme ou la dépression. Les gueules cassées, ces grands blessés défigurés, provoquaient l'horreur et la pitié. Mais malgré ces traumatismes, la fierté d'avoir appartenu au 152e régiment d'infanterie soutenait les anciens combattants. Ils se retrouvaient régulièrement lors des cérémonies commémoratives, entretenaient la mémoire de leurs camarades disparus, transmettaient aux jeunes l'histoire du régiment. Cette fraternité des anciens constituait une famille de substitution qui aidait à surmonter les séquelles de la guerre. Les monuments aux morts se multipliaient dans tous les villages vosgiens. Sur chaque stèle, on retrouvait des noms de soldats du 152e tombé au Hartmannswiller Kopf, à Steinbach, sur le chemin des Dames. Ces listes gravées dans la pierre témoignaient du prix payé par une génération entière. Certains villages avaient perdu la moitié de leurs jeunes hommes. Le vide démographique allait marquer durablement ces communautés rurales. L'entre-deux-guerres voyait le régiment maintenir son niveau d'excellence malgré les restrictions budgétaires et le pacifisme ambiant. Les cadres du 152e savaient qu'une nouvelle guerre viendrait tôt ou tard. L'Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, chercherait la revanche. Les Diables rouges devaient rester prêts à défendre l'Alsace reconquise. Quand la Seconde Guerre mondiale éclatait en 1939, le 152e était l'un des régiments les mieux préparés de l'armée française. Mais la supériorité tactique et matérielle de la Wehrmacht rendait la défaite inévitable. Les Diables rouges combattaient avec leur courage habituel, mais ne pouvaient inverser le cours de la débâcle générale. L'occupation allemande et l'annexion de l'Alsace constituaient une tragédie pour un régiment qui avait tant sacrifié pour libérer cette terre. La période 1940 à 1944 restait douloureuse dans l'histoire du régiment. Beaucoup d'anciens du 152e rejoignaient la résistance. D'autres s'engageaient dans les forces françaises libres. Tous refusaient d'accepter la défaite comme définitive. Cette détermination à poursuivre le combat, même dans les conditions les plus difficiles, illustrait parfaitement l'esprit des Diables rouges. La libération de Colmar en 1945 et la remise solennelle du drapeau par le général de Gaulle marquèrent la renaissance officielle du régiment. Cette cérémonie hautement symbolique validait la continuité historique entre les poilus de 1914 et les soldats de 1945. Le 152e avait traversé l'épreuve terrible de la défaite et de l'occupation sans perdre son âme. Les guerres coloniales en Indochine puis en Algérie mobilisaient à nouveau le régiment. Ces conflits asymétriques, très différents des guerres conventionnelles en Europe, exigeaient des soldats des qualités d'adaptation et de flexibilité tactique.
Les Diables rouges démontraient une fois de plus leur capacité à exceller dans n'importe quel type de combat. Le Djebel algérien rappelait par certains aspects les montagnes vosgiennes, et les soldats du 152e y retrouvaient des réflexes acquis depuis des générations. La décolonisation terminée, l'armée française se restructurait profondément. La guerre froide imposait de nouvelles priorités. Le 152e s'adaptait aux doctrines de combat mécanisées et blindées. L'infanterie motorisée remplaçait progressivement l'infanterie à pied. Les soldats devaient maîtriser des équipements de plus en plus sophistiqués, véhicules blindés, systèmes de communication modernes, armements guidés. Cette modernisation ne faisait pas oublier les traditions. Chaque nouvelle recrue apprenait l'histoire du régiment, visitait le Hartmannswiller Kopf, rencontrait si possible des anciens combattants. Cette transmission mémorielle garantissait la permanence de l'esprit des Diables rouges au-delà des évolutions technologiques et tactiques. Un soldat du 152e en 2010 se sentait l'héritier direct des poilus de 1914. Les opérations extérieures de la fin du XXe et du début du XXIe siècle offraient aux Diables rouges de nouvelles occasions de démontrer leur valeur. Au Liban, en Bosnie, au Kosovo, en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, au Mali, au Centrafrique, partout où la France engageait ses forces, le 152e était présent. Ces interventions dans des contextes géopolitiques complexes exigeaient non seulement du courage physique, mais aussi du discernement, de la retenue, de l'intelligence culturelle. L'Afghanistan constituait un défi particulier. Le terrain montagneux rappelait les Vosges, mais le climat, la culture, l'ennemi différaient totalement. Les soldats du 152e patrouillaient dans des vallées hostiles, affrontaient des talibans invisibles, posaient des checkpoints, protégeaient la population civile, formaient l'armée afghane. Ce travail ingrat et dangereux se déroulait loin des caméras, dans l'anonymat des opérations quotidiennes. Plusieurs soldats du régiment tombaient en Afghanistan. Leurs noms s'ajoutaient à la longue liste des Diables rouges morts pour la France. Chaque décès rappelait que le métier de soldat restait l'un des plus périlleux qui soit. Les honneurs militaires rendus au cercueil drapé de tricolore témoignaient du respect de la nation envers ceux qui acceptaient de risquer leur vie. L'opération Sentinelle, déployée sur le territoire national après les attentats de 2015, mobilisait également le 152e. Patrouiller dans les rues françaises, protéger les sites sensibles, rassurer la population, constituèrent des missions très différentes du combat classique mais tout aussi importantes. Les soldats devaient faire preuve de vigilance constante, de maîtrise de soi, de capacité à gérer des situations ambiguës. La professionnalisation complète des armées françaises en 1996 transformait profondément le recrutement. Le 152e ne pouvait plus compter sur les appelés vosgiens comme autrefois. Les jeunes qui rejoignaient maintenant le régiment venaient de toute la France et choisissaient volontairement le métier des armes. Cette évolution modifiait la sociologie du régiment, mais n'affaiblissait pas sa cohésion. Les nouvelles recrues adoptaient rapidement l'esprit des Diables rouges. La vie en caserne alternait entraînement intensif et période de détente. Les exercices tactiques se succédaient, de plus en plus réalistes grâce aux technologies de simulation. Les soldats s'entraînaient au tir, au combat urbain, aux premiers secours, aux techniques de contre-insurrection. La condition physique faisait l'objet d'une attention constante. Un soldat devait être capable de porter 40 kilos d'équipement et de marcher des dizaines de kilomètres. Les permissions permettaient aux militaires de retrouver leur famille et de souffler un peu. Concilier vie militaire et vie familiale restait difficile, surtout lors des projections outre-mer de plusieurs mois. Les conjoints et les enfants devaient s'adapter aux absences répétées, aux mutations, aux contraintes spécifiques de la vie militaire. Cette dimension humaine du métier des armes était rarement évoquée, mais pesait lourd sur le quotidien des soldats. Le quartier Walter à Colmar abritait une véritable communauté. Les familles de militaires se côtoyaient, s'entraidaient, partageaient les mêmes préoccupations. Les enfants grandissaient ensemble, fréquentaient les mêmes écoles, développèrent des amitiés solides. Cette vie en vase clos créait une identité collective forte qui renforçait le sentiment d'appartenance au régiment. Les cérémonies militaires ponctuaient l'année. Les prises d'armes, les passations de commandement, les décorations maintenaient vivante la tradition.
Ces moments solennels rappelaient à chacun qu'il appartenait à une institution plusieurs fois centenaire, dépositaire de valeurs et d'une histoire qui dépassait les individus. Le drapeau du régiment, porteur de 8 inscriptions de bataille et de 3 fourragères, matérialisait cette continuité historique. Les relations avec la population colmarienne restaient excellentes. Le 152e participait aux festivités locales, ouvrait régulièrement ses portes au public, entretenait des liens étroits avec les autorités civiles. Cette intégration dans le tissu social alsacien prolongeait la tradition d'enracinement local du régiment. Les colmariens considéraient les Diables Rouges comme leurs soldats, la fierté de la cité. Le musée régimentaire conservait précieusement les reliques du passé glorieux. Uniformes, armes, médailles, drapeaux, photographies, documents d'archives. Ces objets témoignaient de l'épopée des générations précédentes. Les jeunes soldats venaient y puiser l'inspiration et la force morale nécessaires pour affronter les défis du présent. L'histoire n'était pas un poids mort, mais une source vivante d'énergie et de sens. Les anciens combattants du 152e formaient une association active qui maintenait le lien entre les différentes générations. Les vétérans de la guerre d'Algérie côtoyaient les jeunes revenus d'Afghanistan. Malgré les décennies qui les séparaient, tous partageaient l'expérience commune du combat, de la peur surmontée, de la fraternité d'armes. Ces échanges intergénérationnels enrichissaient mutuellement les participants. Le 11 novembre et le 8 mai, les cérémonies au monument aux morts rassemblaient militaires, anciens, élus et population. Le dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts, la minute de silence renouvelaient le pacte entre les vivants et les morts. Ces rituels apparemment figés conservaient leur puissance émotionnelle. Les larmes coulaient encore sur les joues ridées des vétérans quand résonnait la Marseillaise. Le pèlerinage annuel au Hartmannswiller Kopf constituait le moment le plus sacré de l'année régimentaire. Monter sur cette montagne hantée, marcher sur les traces des poilus de 1914, se recueillir devant l'ossuaire contenant les restes de milliers de soldats inconnus, renforçait la conscience de faire partie d'une chaîne ininterrompue de combattants. Le poids de l'histoire se faisait physiquement sentir sur ces pentes où le sang avait tant coulé. Les guides du mémorial racontaient aux visiteurs les batailles titanesques qui s'étaient déroulées ici. Ils montraient les vestiges des tranchées, les cratères d'obus, les blockhaus effondrés, les cimetières militaires. Le site était devenu un lieu pédagogique majeur pour transmettre la mémoire de la Grande Guerre. Des milliers de scolaires venaient chaque année découvrir cette page terrible de l'histoire française. En 2014, le centenaire du début de la Première Guerre mondiale donnait lieu à des commémorations exceptionnelles. Le Hartmannswiller Kopf accueillait les présidents français et allemands pour une cérémonie de réconciliation. Cette rencontre symbolisait le chemin parcouru depuis 1914. Les ennemis héréditaires étaient devenus des partenaires au sein de l'Union européenne. Les soldats français et allemands servaient désormais côte à côte dans des opérations communes. Mais cette réconciliation ne signifiait pas l'oubli. Les Diables Rouges continuaient d'honorer leurs morts, de transmettre leur histoire, de maintenir vivante la mémoire des sacrifices consentis. La paix européenne actuelle reposait sur les fondations sanglantes posées par les générations précédentes. Oublier ce prix payé reviendrait à mépriser ceux qui avaient tout donné. Le 152e régiment d'infanterie incarnait donc bien plus qu'une simple unité militaire. Il représentait la permanence de la France dans sa dimension la plus profonde, celle de la volonté collective de défendre la liberté et la souveraineté nationale, quoi qu'il en coûte. De 1887 à nos jours, à travers toutes les épreuves, tous les changements de régime, toutes les mutations technologiques et doctrinales, le régiment avait maintenu vivant un idéal de service et de sacrifice. Les Diables Rouges démontraient que le courage n'était pas une qualité désuète, un vestige romantique d'un passé révolu. Dans un monde où les menaces pesant sur les démocraties restaient nombreuses, où le terrorisme frappait aveuglément, où les crises internationales se multipliaient, des hommes et des femmes acceptaient toujours de mettre leur vie en jeu pour protéger leurs concitoyens. Cette abnégation méritait le respect et la reconnaissance. L'histoire du 152e enseignait également que l'excellence militaire ne s'improvisait pas. Elle résultait d'un entraînement rigoureux, d'une discipline acceptée, d'une cohésion patiemment construite,
d'une transmission mémorielle soigneusement entretenue. Les régiments d'élite ne naissaient pas par hasard. Ils se forgeaient au fil des décennies par l'accumulation d'expériences, la sédimentation de savoir-faire, la constitution d'un patrimoine immatériel qui se transmettait de génération en génération. Le surnom de Diable Rouge, donné par les Allemands eux-mêmes, validait la réputation du régiment. Quand l'adversaire reconnaissait votre valeur, cela signifiait que votre excellence était objective, indiscutable. Les Allemands ne distribuaient pas les compliments facilement. Si les soldats de la Kaiser puis ceux de la Wehrmacht redoutaient le 152e, c'est que ce régiment représentait réellement une menace sérieuse sur le champ de bataille. Cette reconnaissance allemande prenait une dimension particulière compte tenu du contexte historique. Les Allemands de 1914 se considéraient comme militairement supérieurs aux Français. Leur victoire de 1870 les avait convaincus de la supériorité de leur système militaire. Admettre qu'un régiment français se battait aussi bien, voire mieux que leurs propres troupes d'élite, constituait donc un aveu significatif qui en disait long sur la valeur réelle des Diables Rouges. Les dernières décennies confirmaient la pertinence du modèle incarné par le 152e. Dans un contexte géopolitique instable, marqué par la résurgence des conflits de haute intensité, la France avait besoin d'unités aguerries, professionnelles, capables de se projeter rapidement et d'opérer dans des environnements complexes. Le 152e répondait parfaitement à ces exigences. Son histoire glorieuse lui conférait une légitimité et un prestige qui facilitaient le recrutement et la motivation des soldats. L'avenir du régiment semblait assuré. Tant que la France aurait besoin de défendre ses intérêts et de protéger ses citoyens, le 152e resterait en première ligne. Les technologies évolueraient, les doctrines changeraient, les armements se moderniseraient, mais l'essence même du métier de soldat demeurerait. Accepter de risquer sa vie pour une cause qui la dépasse. Les jeunes qui choisissaient aujourd'hui de rejoindre les Diables Rouges s'inscrivaient consciemment dans cette lignée héroïque. Ils savaient qu'ils porteraient l'héritage des poilus du Hartmannswillerkopf, des résistants de l'Auvergne, des combattants d'Indochine, d'Algérie, d'Afghanistan. Cette responsabilité n'effrayait pas ces volontaires, elle les galvanisait au contraire et leur donnait le sentiment de participer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le 152e régiment d'infanterie demeurait donc une réalité vivante, pas un musée poussiéreux. Chaque jour, des soldats s'entraînaient, patrouillaient, montaient à la garde, prêts à intervenir si nécessaire. Cette permanence opérationnelle garantissait que le sacrifice des anciens n'avait pas été vain. La flamme allumée en 1887 continuait de brûler, transmise de main en main à travers les générations, éclairant le chemin de ceux qui avaient choisi de servir. L'histoire des Diables Rouges était donc loin d'être terminée. Elle continuait de s'écrire jour après jour, mission après mission, dans les montagnes afghanes comme dans les rues de France. Chaque soldat du 152e ajoutait sa pierre à l'édifice commencé il y a plus d'un siècle. Cette construction collective, patiente, obstinée, incarnait la continuité de la nation française dans ce qu'elle avait de plus noble, la volonté de défendre ses valeurs et sa liberté. Le Hartmannswillerkopf restait le symbole ultime de cette épopée. Cette montagne sacrée rappelait à tous que la liberté avait un prix, que la paix se méritait, que rien n'était jamais acquis définitivement. Les milliers de croix blanches plantées sur ces pentes témoignaient du sacrifice consenti par une génération entière pour que les suivantes puissent vivre libres et en paix. Quand les derniers rayons du soleil couchant embrasaient les crêtes vosgiennes, quand le vent du soir murmurait dans les sapins centenaires, quand le silence retombait sur les anciennes tranchées, on pouvait presque entendre les échos des combats passés. Les fantômes des Diables Rouges hantaient toujours ces lieux maudits, veillant sur les vivants, leur rappelant leur devoir de mémoire et leur responsabilité envers l'avenir. Cette mémoire vivante n'était pas une nostalgie stérile du passé. Elle constituait au contraire une force motrice pour le présent et l'avenir. Elle enseignait aux nouvelles générations que le courage existait, que l'honneur n'était pas un vain mot, que le sacrifice pouvait avoir un sens. Dans une époque marquée par l'individualisme et la recherche du confort immédiat, l'exemple des Diables Rouges rappelait qu'il existait des valeurs supérieures au bien-être personnel,
des causes pour lesquelles il valait la peine de risquer sa vie. Les Diables rouges incarnaient donc un idéal qui transcendait les époques et les circonstances particulières. Leur histoire était celle d'hommes ordinaires, accomplissant des actes extraordinaires parce que leur devoir, leur honneur et leur amour de la patrie les y obligeaient. Aucune récompense matérielle ne justifiait les souffrances endurées, les dangers affrontés, les sacrifices consentis. Seule comptait la satisfaction du devoir accompli, la fierté d'avoir servi fidèlement, la conscience d'avoir contribué à une œuvre collective qui dépassait l'individu. Cette grandeur morale faisait des Diables rouges bien plus que des guerriers efficaces. Ils devenaient des modèles de vertu civique, des exemples de dévouement désintéressé à la communauté nationale. Dans une société où le cynisme et l'égoïsme gagnaient du terrain, leur existence rappelait qu'une autre voie restait possible, celle du service, du don de soi, de l'engagement au profit du bien commun. Le 152e régiment d'infanterie continuait donc de porter haut les couleurs de la France. Sur son drapeau criblé de citations, sur ses fourragères rouges et vertes, sur l'insigne du Diable rouge arboré fièrement par chaque soldat, se lisait toute l'histoire d'un régiment exceptionnel qui avait gagné sur les champs de bataille le respect de ses ennemis et la reconnaissance éternelle de la nation. De Gérardmer à Colmar, du Hartmannswillerkopf à l'Afghanistan, des tranchées de 1914 aux opérations extérieures du XXIe siècle, les Diables rouges avaient écrit en lettres de sang et de gloire l'une des plus belles pages de l'épopée militaire française. Leur devise, les premiers grenadiers des Vosges, résonnait toujours comme un serment, une promesse renouvelée à chaque génération, celle d'être toujours à la hauteur de l'héritage reçu, de ne jamais faillir au devoir, de maintenir vivante la flamme allumée par les pionniers du régiment. Les Allemands avaient eu raison de les craindre. Les Diables rouges étaient bien l'unité d'élite qu'ils redoutaient le plus, non par hasard ou par chance, mais par mérite, par valeur, par excellence constamment démontrée sur tous les théâtres d'opération où la France les avait engagés. Cette réputation, acquise au prix du sang, demeurait intacte plus d'un siècle après les combats qui l'avaient forgée.